Il y a une proximité distante, c'est étonnant. Alors, bonjour et bienvenue à Occupy 2. Je suis Ainil Nardaki, je suis l'artiste et l'initiatrice du projet. Nous sommes à Kipseli, en présence d'un groupe d'acteurs culturels, avec nos artistes d'Occupy 2, nos amis, nos invités, nos curateurs. Je veux dire un mot sur le projet. Donc, l'objectif de notre projet est entre autres de structurer ou de mettre en valeur des coopérations artistiques. Pendant ces temps très, très difficiles, donc on vient d'apprendre qu'on aura encore un nouveau lockdown, nous sommes tous là pour parler de nos difficultés d'exister ensemble, pas seulement en ce moment, mais dans le monde artistique, de façon plus générale. La discussion sera animée par Vincent Mérignac, cofondateur de Noukmas et artiste de Occupy 2, avec ses participants. Merci pour tous ceux qui ne sont pas à Noukmas ou à Quête de vous mettre sur mute. Et Vincent, je te laisse présenter tes participants. Voilà, du coup, bienvenue à Athènes, bienvenue à Kipseli chez nous, du coup, à Noukmas. Donc, on est actuellement donc, avec Benoît à côté de moi, Delphine qui est en face de moi et Dimitri et Fotini qui sont à 300 mètres ici, quelque chose comme ça. Du coup, voilà, la discussion aujourd'hui, on l'a appelée Regarder en réseau. D'abord, parce que regarder, c'est notre métier, on est un peu des professionnels du regard, tous, un peu à notre manière. Et après, donc évidemment, le réseau, peut-être qu'on parlera donc évidemment forcément de l'implication comme celui d'Occupy, un réseau global. Et ici, donc à Kipseli, dans mon quartier, dans notre quartier, on a organisé à la fin du premier déconfinement, disons, en mai 2020, on s'est joint avec les initiatives, différentes initiatives culturelles et sociales du quartier pour discuter ensemble, essayer de trouver des solutions à une échelle vraiment, à une échelle de 2 ou 3 kilomètres, disons. Donc, ce petit réseau local informel, avec Benoît et Dimitri Fotini de Quête, on est la branche francophone qui donc représente 3 lieux sur, sur 10 ou 15, donc beaucoup plus. Donc voilà, et donc on parlera éventuellement de comment ces réseaux locaux ont une nécessité aujourd'hui et peuvent s'insérer dans des réseaux donc, beaucoup plus internationaux, globaux, voilà. Donc du coup, voilà, la discussion, elle va se structurer de la manière suivante. On va chacun un peu parler de notre trajectoire, qu'est-ce qui nous a amené ici à faire ce qu'on a fait, à ouvrir les initiatives qu'on a faites ou à simplement aussi à s'installer en Grèce. Voilà, ça peut être assez général. On continuera en parlant donc de des perspectives, la manière dont on imagine le futur. On va essayer de ne pas être trop apocalyptique parce que, comme disait Irini, aujourd'hui, ils ont annoncé un nouveau lockdown, en fait. Donc, voilà. Pour l'instant, voilà, les perspectives auraient été peut-être plus réjouissantes si on a eu ces discussions hier. Bon, c'est comme ça. Et donc, en dernier ressort, parler peut-être voilà, de la nécessité, comment créer des réseaux locaux, comment les insérer. Voilà. Donc, avec moi, je disais à l'instant, il y a donc Delphine Lecas qui est en face de moi, qui est commissaire et programmatrice dans le domaine donc, des arts visuels et du cinéma. Elle a organisé très récemment à Tavros, qui est donc un autre lieu de l'autre côté d'Athènes, un cycle de films, de projection de films qui s'appelait Unfortunately, It Was Paradise. Enfin, oui. Voilà. Et donc, qui est passé entre les gouttes, plus ou moins des quarantaines et des confinements. À côté de moi, on a Benoît Durandin, qui est le propriétaire et l'unique employé de la Prométhéolitis,
qui est une bibliothèque, une librairie qui a ouvert en même temps que Noukmas a ouvert il y a à peu près 2 ans, donc le lieu dans lequel on se trouve. Je vais parler, je n'ai pas parlé de Noukmas en fait, mais je vais en parler tout de suite. Voilà, Benoît a ouvert lui une librairie dans laquelle une librairie va nous en parler, vend des livres en grec, en français. Et Noukmas, donc voilà, j'ai oublié, donc moi je me présentais aussi, je m'appelle Vincent Mérignec. Et je suis artiste, picassécos, peintre et sculpteur. Et j'ai cofondé avec l'aide de Olga Souri et de Katerina Harou qui ne peuvent pas venir aujourd'hui. On a cofondé donc Noukmas, qui est donc un lieu d'exposition et un atelier d'artistes, notre atelier à nous. Et du coup, enfin, j'en étais, donc voilà, désolé pour cet oubli. Et donc, je vais présenter nos premiers, évidemment, les intervenants, ceux qui sont un peu les premiers à être arrivés, à avoir fondé un espace à Kypseli, un peu les pionniers, Dimitris Alexakis, qui est donc auteur de théâtre, et Fotini Banou, qui est comédienne et musicienne, et qui nous parle en direct de Quête, avec ses magnifiques néons bleus. Et malheureusement, ces sièges vides depuis mars, de date du premier confinement. Donc voilà, donc on parlera de tout ça. Je pense qu'on peut justement commencer peut-être. Dimitris Fotini, si vous avez envie de commencer à nous expliquer un petit peu comment, qu'est-ce qui vous a fait fonder Quête, donc Kendru Elenfou. Les génitifs, c'est une catastrophe. Hein. Voilà. Si vous pouvez nous en parler un petit peu. C'était en 2012, je crois. Oui, c'était. En fait, les travaux dans l'espace ont eu lieu en 2011 et en fait, je viens d'en reprendre conscience juste ces jours-ci. Les travaux avaient lieu notamment pendant le mouvement de la place, sur la place Sindarma. Donc, l'année 2011 a été particulièrement marquante pour nous à plusieurs niveaux. Et les travaux ont duré à peu près 1 an. En même temps, Fotini était enceinte. Et en fait, notre fille est née 3 jours avant l'ouverture de l'espace. Elle est née le 27 octobre 2012 et l'espace a été ouvert le 1er novembre 2012. Donc une espèce d'inauguration amicale et avec un concert et puis un pot et de la musique. Depuis, il y a eu pas mal de routes faites, hein, parce que on devrait aujourd'hui être dans notre 9e saison. Pour le moment, elle est abrogée. La 8e saison a été aussi en partie annulée pour 3 mois, puisqu'on a fermé l'espace le 11 mars et que depuis n'a pas réouvert, pour les raisons que tout le monde connaît, et aussi pour des raisons qui sont liées au climat et à la gestion politique de la crise du corona en Grèce, une espèce de climat d'insécurité politique, c'est-à-dire le sentiment qu'on pouvait se fier absolument à aucune décision, à aucune rumeur, encore moins, qui circulait sur les conditions de réouverture des lieux. Il y a toujours une espèce de chaos de communication gouvernementale autour de la culture et notamment autour de la culture de création, autour de la jeune création, c'est-à-dire tout le réseau de lieux indépendants qui se sont créés à peu près en même temps que nous et qui ont continué à se créer jusqu'à aujourd'hui. Donc, notamment Noukmas et Météorites en sont vraiment un bel exemple. Disons que tout le réseau des lieux indépendants qui sont les premiers à accueillir les artistes, les jeunes artistes inconnus, les projets risqués, etc. Tout ce réseau-là se retrouve complètement sur la touche
depuis mars dernier, hein, donc depuis à peu près 8 mois. Alors, pour parler pas seulement de notre inactivité forcée, mais de ce qu'on a fait avant le lockdown, avant le confinement, on a été tout de suite un lieu qui s'est ouvert à plusieurs formes d'expression artistique et à des croisements de formes, à des rencontres entre chorégraphes, musiciens, vidéastes, performeurs, metteurs en scène, etc., etc. Donc, on est un lieu qui n'est pas très grand, qui a quand même l'avantage d'être sur 2 niveaux. Donc, il y a quand même un sentiment d'espace, il y a quand même quelque chose qui respire assez bien dans l'espace. Et depuis 2012, on accueille des projets de théâtre qui sont souvent sur un assez long terme, sur une assez longue durée, des projets d'improvisation de plus en plus au cours des 6 dernières années. En musique, on fait quasiment presque plus que de l'improvisation, des rencontres de musiciens qui ne savent pas ce qu'ils vont se dire avant de se rencontrer sur scène et de commencer à jouer ensemble. Pas mal de vidéos, pas mal de musique avec des improvisations visuelles en même temps. Voilà, ça donne un peu comme ça pour donner une idée d'une diversité, disons, dans la programmation. Bien. Faut-il voulait ajouter quelque chose? Non. Ήθελες να πεις κάτι? Όχι. On accueille aussi beaucoup, pas mal de monde des autres pays et beaucoup des artistes de France. C'est vrai ça. Et même nous, on a créé un groupe de théâtre franco-grec en fait. C'était pas notre, comment on dit, stokos, But, hein. mais c'est notre vie. Alors, c'est Dimitris, Alexakis, Irène Bono, moi, Yannis Zervas, le technicien, Angeliki Karab, la troisième personne du quête, qui n'est pas ici aujourd'hui. Et on a créé un groupe et on fait aussi des projets qui sont présentés ici, à Athènes, au quête, et aussi en France. Par exemple, Paris-Aubervilliers ou Toulon-Nice. On a aussi dans notre programme pour cette saison-là, et des représentations à Paris, Théâtre de la Commune Aubervilliers, à Toulon, Nice, au Théâtre National, et l'année prochaine aussi à Lyon, au Festival Sans Interdit et tout ça. Et bien sûr, c'est une saison très fragile. Ouais, on aura l'occasion d'en parler. Delphine, tu voudrais nous dire 2 mots? Parce qu'en plus, toi, je pense que ta trajectoire, elle est beaucoup plus... tu es passé par chaotique. Ouais, avec plus de virages, disons. Tu es passé par la Syrie, le Liban, c'est ça. Oui, en fait, ça fait à peu près autant d'années maintenant que je suis partie de France que d'années que j'ai vécu en France. Et donc, je me suis installée en Grèce après avoir passé presque 15 ans au Moyen-Orient. Je suis partie pour donc d'abord longtemps en Syrie et puis ensuite, avec une trajectoire un peu différents pays, je suis revenue au Liban et ensuite du Liban en Grèce. Et en fait, je me suis installée en Grèce pour une raison qui était... Enfin, je suis à moitié grecque, mon père est grec, donc c'est un pays que je connaissais, je venais très souvent à Athènes. Mais je me suis installée de façon plus définitive au moment où j'ai commencé à organiser une plateforme de discussion et de programmation, il y a 4 ans de cela, avec un collectif qui s'appelle Twix Lab, qui est situé dans un autre quartier. Donc, je suis un peu l'étrangère du groupe. Moi, je ne suis pas liée à Kypseli, mais je suis liée à Athènes. Je fréquente beaucoup Kypseli. Et donc, j'avais monté ce programme parce que c'était partie de discussion. En fait, ce n'était pas des Zooms à l'époque, c'était des Skype. Et on discutait avec des artistes grecs. Moi, j'étais à Beyrouth, avec des artistes syriens, de nos différentes situations. C'était encore une autre période de crise. Ce n'était pas le corona à l'époque. C'était la crise économique au Liban. C'était la guerre en Syrie. C'était la crise économique en Grèce. Et on discutait de ce qu'on pouvait faire, nous, en tant qu'artistes ou en tant que programmateurs, dans une telle situation, et ce que signifiait faire de l'art quand il y a 1000 autres urgences et qu'on a la tête à autre chose.
Et puis, à force d'avoir ces discussions, un jour, on s'est dit que ce serait peut-être bien qu'on se rencontre en vrai et qu'on arrête de se voir sur Skype. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de ce festival, donc, qui a été organisé en 2016, qui s'appelait In the Heart of Another Country, qui était organisé aussi bien à Téniosiki, donc dans les archives du cinéma grec, qu'à Twix Lab, qui est un lieu qui se trouve dans le quartier de Pagalati et dans l'espace public. Et donc, c'était chaque jour des projections qui étaient suivies de tables rondes, de discussions avec des intervenants qui venaient de Syrie, du Liban et de Grèce. Et puis, suite à cette expérience, moi, je me suis installée ici en travaillant beaucoup à l'étranger, puisque moi, puisqu'on parle de réseau, mon réseau était essentiellement international. Donc, c'est vrai que je n'étais pas très ancrée à Athènes dans un premier temps. Et je passais beaucoup de temps à me déplacer et à monter des événements, notamment à Marseille avec un festival de films, un festival annuel. Et puis, je ne sais pas, il y a eu une espèce de concours de circonstances qui fait que probablement mon envie, aussi la situation actuelle a fait que j'ai eu beaucoup moins envie de travailler à grande échelle et beaucoup plus envie de travailler plus sur du local. Et donc, j'avais commencé ce projet avec un collectif qui est à Tavros, dont parlait Vincent tout à l'heure, qui s'appelle Locus Athènes, qui m'a donné une carte blanche pour organiser une programmation de films et qu'on a commencé, donc qui devait commencer en juin, qu'on a repoussé un peu, qui a commencé au mois de septembre, qui devait se tenir de façon mensuelle. Pour l'instant, on arrive à tenir à peu près la route puisqu'on a pu organiser le premier événement en plein air dans la rue, dans l'espace public, dans le quartier de Tavros, avec un ciné-concert. On a pu organiser le deuxième événement qui s'est tenu là ce week-end avec 2 jours de programmation, de projection en présence des réalisateurs. On avait oublié ce que ça signifiait. C'était un moment assez étonnant de se retrouver dans une salle de cinéma avec en plus des discussions live. Et puis, on attend de voir la suite. Mais c'est vrai que l'idée de cette programmation, et moi, ça me convient beaucoup mieux et c'est beaucoup plus adapté à la situation actuelle, c'est que comme on est sur des formes qui sont beaucoup plus légères, avec du cinéma, il nous est beaucoup plus facile de nous réadapter par rapport à la situation. Moi, j'ai besoin de 10 jours pour mettre en place le programme, en fait. C'est-à-dire que 10 jours à l'avance, si on se dit, voilà, ça y est, on est sûr de pouvoir avoir un espace, on est sûr de pouvoir avoir du public et de faire l'événement, en 10 jours, on peut réussir à faire de la communication et à pouvoir organiser l'événement. Mais ça, c'est possible parce qu'on est sur une toute petite, sur une programmation qui est légère, parce qu'on a très peu de partenaires financiers, d'organisateurs, et qu'on peut réagir et rebondir au dernier moment. Ce n'est pas du tout possible dans le cas de festivals plus importants. Et c'est aussi possible parce que j'ai un disque dur avec les films qui ont été sous-titrés, qui sont prêts à être diffusés. Donc, j'ai beaucoup plus de réactivité, c'est beaucoup plus simple comme ça. Et puis, pour l'invitation des réalisateurs, beaucoup sont en Grèce, donc c'est facile de les inviter. Ceux qui ne sont pas en Grèce ne sont pas très, très sollicités en ce moment, donc c'est facile aussi de pouvoir les inviter au dernier moment. Donc, on fait avec la situation. Mais je discutais l'autre jour avec quelqu'un qui me disait qu'en fait, par rapport à cette situation actuelle qu'on est en train de vivre, on attendait une espèce d'apocalypse, de fin du monde, quelque chose d'énorme, quelque chose qui vienne, une espèce de destruction du monde, un énorme problème environnemental. Et en fait, c'est de l'ordre de l'infiniment petit que c'est venu. C'est là où on ne s'y attendait pas du tout. Et je pense que par rapport à ma façon de travailler en ce moment, c'est un peu de cet ordre-là. C'est-à-dire que je suis passée de quelque chose à très grande échelle avec des artistes, des invités internationaux et une programmation beaucoup plus large sur des espaces, avec beaucoup plus de distance en fait, et beaucoup plus étalé, avec des festivals itinérants, des choses comme ça, à quelque chose de beaucoup plus local, de beaucoup plus intime. Et je pense que cette initiative de Occupy, de créer ce réseau à l'échelle locale, il prend vraiment tout son sens et c'est dans cette direction qu'il faut qu'on aille, effectivement. Et du coup, ouais, c'est intéressant ces histoires de petite échelle, de grande échelle. Benoît et toi, Météoritis, sur tout le réseau qu'on a à Kipseli, tu es un peu le seul qui avait. Parce que donc voilà, le Météoritis, la librairie, elle est sur un peu la colonne vertébrale de Kipseli, qui s'appelle Fokianos Negri, qui est une grande avenue piétonne. Qui est sur le lieu d'une rivière, en fait. Du coup, c'est une des seules rues à Athènes qui n'est pas droite. Elle fait à peu près 800 mètres de long, je crois sur 20 facilement mètres de large, très verte, piétonne. Et du coup, c'est même pour Athènes un
truc urbain assez rare, en fait. Il y a très peu de parcs. De façon, enfin, peut-être qu'il y en aura qui vont ouvrir au centre, mais on sent bien qu'il y a un truc, c'est un peu une anomalie. Et du coup, toi, là-dedans, dans ce cadre-là, est-ce que toi, tu étais un peu le seul qui était ouvert, disons, de 10h du matin à 8h le soir? C'est-à-dire toutes les autres sont des espaces qui sont, par exemple, Kate, ils ouvrent le soir pour les théâtres et tout. Du coup, toi, tu avais un peu cette vision vraiment du quartier vivant, quoi, tout le monde qui passe. Ouais, c'est ce qui s'appelle un commerce. Vous pouvez ouvrir le matin, voilà, et fermer le soir. Et, moi, ça me plaît bien actuellement, cette sorte de normalité. Et je pense que même dans la période qu'on vit, quelque part, je suis aussi content même de l'avoir, même si là, donc, on va fermer à nouveau. J'aime bien cette normalité, ce côté où on sent vraiment, il y a pas trop, il y a quand même un filtre, parce que c'est quand même des gens qui viennent chercher des livres, mais néanmoins, on sent vraiment bien le quartier. Du coup, quelquefois vertigineux, et actuellement, même quelquefois un peu effrayant, parce qu'on sent justement toutes les sortes de tressaillements, convulsions qu'il y a dans le quartier. Et il y a vraiment, on peut vraiment même presque être inquiet pour la santé mentale des gens. C'est ce qu'ils vivent, enfin, ce que certains de mes clients vivent est vraiment, je sens, extrêmement dur, et en dehors de ce qu'on voit aussi dans les rues depuis le début, depuis le premier confinement, en fait. C'est-à-dire qu'on a vu réapparaître des choses qu'on avait vues pendant les pires années à Athènes. Donc voilà, donc on a dit aujourd'hui qu'on n'allait pas être trop apocalyptique. On allait essayer. On allait essayer. Unfortunately, it was paradise. Ouais, unfortunately, it was paradise. Unfortunately, it was paradise. Après, qu'est-ce que je peux dire? Moi, j'avais pensé la librairie comme déjà avec une spécificité, je dirais, par rapport quand même à d'autres lieux où on vend des livres en Grèce, de vendre quasiment exclusivement des livres, de ne pas mélanger, de ne pas avoir de papeterie, des choses comme ça. Et puis, peut-être une forme de naïveté aussi, parce que finalement, même si je parle bien grec, je ne parle pas parfaitement et je lis encore lentement. Et du coup, j'avais comme ça des sortes de grosses zones d'ombre. Du coup, ça m'amusait beaucoup justement d'avoir cette sorte presque d'inconscience pour lancer le truc. Après, je l'avais vraiment pensé comme un outil, en fait. C'est-à-dire quelque chose où il allait y avoir des choses qui allaient s'agréger au fur et à mesure, et des nouvelles fonctions, des nouvelles branches qui allaient naître. Et ça, à ce niveau-là, ça a été relativement un succès, parce que je pense que j'ai fait quasiment une 60aine d'événements jusqu'à mars. J'en ai fait quelques-uns après le confinement, mais c'était déjà beaucoup plus contraint. Donc voilà. Après, on est dans une période qui est tellement pleine d'incertitudes. Finalement, aucun de nous, quand on parle, aucun de nous ne voit à quoi va ressembler le futur. On voit pas du tout, on n'arrive plus du tout à se projeter, en fait. Et évidemment, donc c'est un petit peu, donc on se laisse un petit peu porter. Mais par contre, il y a quelque chose qui est apparu, dont on a même un peu de mal à parler, c'est qu'il y a un rapport à la localité, à l'enracinement qui a changé, qui a véritablement changé depuis le confinement. Et on a l'impression que cette espèce de monstre flottant qui ressurgissait, on va dire, un petit peu à l'extrême droite, d'une sorte comme ça, de délire identitaire, quelque part, il est réapparu chez nous, mais d'une façon évidemment complètement différente. Et on essaye actuellement de savoir comment on peut l'apprivoiser et développer à la fois quelque chose qui serait véritablement local, qui serait vraiment de l'ordre du réseau, voilà, de la rue suivante, voir tous les acteurs, et sans évidemment tomber dans tout ce qu'il y a de mortifère, dans les densitaires. Donc c'est ça qui est apparu avec les discussions qu'on a eues après le confinement, et quelque part, ça s'est bizarrement, ça s'est concrétisé parce qu'avec Noukma, c'est 1927, 1927, c'est un autre lieu. Ils sont là, on a gagné un petit projet. On va travailler avec des lieux culturels en Turquie. Et je pense que même par rapport à ça, par rapport à cette identité trouble qui est un peu en Grèce, et on a fait une autre aussi, le fait de s'ouvrir à l'Est, c'est vraiment nécessaire et intéressant, parce que sinon la Grèce est toujours
toujours cette sorte de tropisme, on va dire, vers l'Ouest et la France notamment, et voilà, et l'Angleterre et aussi l'Allemagne. Donc voilà, donc, du coup, on travaille ça et on a l'impression bizarrement, dans cette période très trouble, que les choses, les pièces du puzzle commencent petit à petit à se mettre en place. Et c'est voilà, donc on ne peut pas tellement en dire plus que ça, qu'on y travaille, on apprivoise ce truc, on réfléchit entre nous, on discute beaucoup. Et je pense que ça, on ne sait pas très bien vers quoi on va, et finalement, ça nous plaît plus, par exemple, que ce soit justement, on n'arrive pas très bien à savoir, et que c'est juste qu'on est en mouvement. Voilà. Je ne sais pas ce que je peux. Ah ouais, ah ben, par moi ça, trop bien. Mais du coup, oui, c'est ça, ça dessine des perspectives qui sont quand même beaucoup basées sur des programmations de basse intensité, de faire des choses qui sont beaucoup moins, qui s'adressent peut-être beaucoup plus aux gens qui sont vraiment beaucoup plus autour de nous. Je ne sais pas si on continue à se parler, ou si peut-être qu'il y a des gens qui ont des questions brûlantes dans l'auditoire, hein, ou si même, je ne sais pas, peut-être que Actina a envie de dire 2 mots en anglais sur 627. Je pourrais même dire en français. Mais non, j'ai rien à dire en fait. Non, je vous écoute, je pas. Pardon. Hein. Je sens mon nom. Ah oui, non, je vous écoute avec d'intérêt, mais j'ai rien à ajouter en ce moment. Peut-être plus tard. Peut-être si jamais, moi ça m'intéresse. Donc Actina Stafaki, qui est donc qui est en ce moment aux États-Unis, mais qui sinon est avec nous aussi dans les lieux culturels à côté, et avec qui on collabore beaucoup, avec Noukmas et avec Benoît comme on venait de le mentionner, mais aussi je pense que voilà, beaucoup de collaborations, on travaille tous ensemble, donc ça sert à rien que je dise à chaque fois qu'ils travaillent avec équipe, parce qu'on travaille un peu tous ensemble. Est-ce que tu peux par exemple nous parler un petit peu de l'idée des projections de photos de passer-by, de tes idées comme ça? Ouais. Je vais essayer de parler en français pendant toute la description, mais je peux changer en anglais en fait. Ou en grec peut-être. Ou en grec même si. Ou en grec, oui. Comment vous préférez? Je ne sais pas, Irini. Oui, Vincent, ça dépend de toi. Si tu veux, je peux changer en grec. C'est toi ce qui te met le plus à l'aise. Oui. Alors, l'idée, c'était on s'était retrouvés des espaces de Kypseli pendant le premier lockdown. Au moment où le lockdown finissait, alors on voulait réactiver nos espaces. Mais en ce temps-là, on ne pouvait pas inviter des spectateurs dans nos espaces. Alors, oui, l'idée, c'était d'activer l'espace sans avoir des spectateurs dedans et créer quelque chose qui serait très démocratique, très facile à partager, très facile à communiquer et à partager avec les passants dans les rues. Alors, l'idée, c'était d'inviter Pardon? L'idée, c'était d'inviter des photographes de l'Amérique latine parce qu'on avait un partenariat avec un curator du Pérou. Alors, l'idée, c'était d'inviter des photographes qui nous ont envoyé des images de ces villes pendant le lockdown en Amérique latine. Et on a choisi de le faire comme ça pour avoir une connexion avec the rest of the world, pour rester ouvert au monde pendant qu'on était confinés. Alors, Noukma, c'était très positif de partager ça avec nous. Et on a projeté les images pendant 4 jours. Ouais. Bon sang. Ouais. Aux fenêtres de 1927 Art Space, que c'est l'espace que j'ai à Kypseli, et à Noukmas. Et alors, on a fait ça pendant la nuit et les passants pouvaient rester dans la rue et voir une exposition de photographie sans avoir visité la galerie, en fait.
Je crois, à mon avis, je ne sais pas ce que vous pensez, parce que Dimitris et Fotini ont visité, Vincent l'a organisé avec nous. Je crois que c'était une idée très appréciée par les spectateurs, par les hommes du quartier, les gens du quartier. C'était très joli, ça a vraiment revitalisé nos espaces et la rue. Alors, c'est un format d'art public, d'art semi-physical, semi-digital, qui a très bien fonctionné. J'espère qu'on va le faire dans le futur. Oui, nous aussi. Et puis, ça, oui, αν θέλεις να προσθέσεις πράγματα, feel free. Ναι, θα το κάνουμε. Πολύ καλά γαλλικά, ça peut être assez calé sur ma finale. Désolé, du coup, oui, là, en fait, je pense que c'est un peu là-dessus que les choses un peu se développent maintenant, et c'est pour ça, alors peut-être que j'ai encore une autre question pour Dimitri et Fotinis, puisque on parle donc du coup de cette histoire d'avoir donc des événements beaucoup plus avec beaucoup plus faciles à organiser, beaucoup plus facile à mettre en place, qui se passe beaucoup donc dans l'espace public, qui se passe beaucoup avec donc. Et là-dedans, comment est-ce qu'une petite salle comme Quête, qui donc du coup en plus est en sous-sol, avec des problèmes d'aération, si jamais donc voilà, avec maintenant là, ce qu'ils ont mis en place, ce qu'ils avaient mis en place avant que tout soit fermé. Bref, comment est-ce qu'un lieu, je voulais dire ça parce qu'avec Actina, il y avait cette idée quand on parlait de faire ces projections de photos depuis les vitrines de notre espace. Il y avait l'idée on avait parlé comme ça, on disait c'est comme si on inverse, on retourne l'espace d'exposition. C'est-à-dire que l'espace d'exposition qui est à l'intérieur, on le fait se projeter sur l'extérieur, sur l'extérieur du lieu. Comment est-ce qu'un lieu comme Quête réfléchit à qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qui sont les perspectives comme ça, s'il y en a? Écoute, bon, il y a quand même une donnée de fond, c'est que nous, on fait du spectacle vivant. On fait du spectacle qui est fondé sur la présence. Et de la même façon qu'on peut difficilement imaginer une adaptation, entre guillemets, au sens néolibéral, le discours qui dit qu'il faut tout le temps s'adapter. De la même façon qu'on peut difficilement imaginer une adaptation de, par exemple, la pratique psychanalytique à cette espèce de tout numérique qui a déferlé sur nous pendant depuis le premier confinement. De la même façon, nous, on peut d'abord que réitérer en fait notre engagement sur le fait que notre pratique, elle est fondée sur la présence des gens avec leur corps, quoi. Parce que tout ce qu'on fait, c'est quand même, l'essentiel de ce qu'on fait, c'est quand même fondé là-dessus. Et on a plutôt, en fait, une résistance instinctive et puis ensuite intellectuelle à emboîter le pas à l'injonction qui nous est faite de plus en plus clairement, notamment évidemment par la puissance publique, par la voix, par exemple, du Premier ministre grec, qui par ailleurs ne parle absolument jamais de théâtre et de culture, mais bon, il en a parlé une fois au détour d'une phrase pour laisser échapper l'idée qu'à partir de maintenant et pendant une période indéfinie, ce serait du numérique, c'est-à-dire qu'on serait censé faire des spectacles dans notre espace qui seraient diffusés, qui seraient voués à être diffusés sur les écrans. Aussi bien évidemment pour le théâtre que pour toutes les autres formes de manifestations qu'on organise, qu'on accueille, nous, ça ne nous intéresse pas. Et ça ne nous intéresse pas parce qu'on considère que la singularité de notre espace, elle est liée au fait que les gens sont ensemble et qu'ils sont proches physiquement. Ça crée une écoute, une capacité d'écoute, une sensibilité aux autres
en même temps qu'une sensibilité au spectacle qui est donnée, qui est particulière parce qu'effectivement, chez nous, les gens sont toujours assez proches les uns des autres. C'est pas possible autrement. On peut difficilement imaginer également des grandes distances de sécurité entre les spectateurs. Bon. Donc, paradoxalement, on s'est découverts tous les deux en parlant, puisqu'on en parle beaucoup, ça nous occupe beaucoup depuis 8 mois. Plutôt une envie de dire non, on n'a pas envie de s'adapter à tout. Par ailleurs, je réemploie le mot d'adaptation. De plus en plus, on se rend compte que cette injonction, elle est autoritaire. Alors évidemment, là, je dis ça sous le coup de l'annonce qui vient d'être faite d'un nouveau confinement annoncé donc par le Premier ministre grec aujourd'hui. Après à peu près 7 mois d'inaction en termes de renforcement des politiques de santé publique, renforcement des capacités dans les écoles publiques à avoir des protocoles réels pour protéger et empêcher la dissémination du virus. Donc, on a l'impression là que cette injonction « adaptez-vous, adaptez-vous, adaptez-vous », ça ressemble un peu à « marche ou crève ». Et on a plutôt envie d'insister sur les formes du spectacle vivant. Donc, évidemment, ça peut vouloir dire faire des choses dans l'espace public. Et ça peut aussi vouloir dire faire des choses, j'insiste, c'est vraiment des choses importantes là, parce on traverse vraiment un basculement d'époque très marquant. Ça peut aussi vouloir dire faire des choses dans l'espace public, même si précisément l'espace public est interdit. Ça peut vouloir dire une forme de désobéissance qui, à mon avis, à l'heure actuelle, contrairement en partie à ce qui s'est passé avant et pendant le premier confinement, aujourd'hui est, à mon avis, un peu dans l'air. Ouais, les possibilités de présence des corps, en fait, finalement, quand tu dis que vous avez envie de résister, tu dis qu'en... Enfin, non, il n'est pas coupé, on entendait... en fait, c'est pas forcément c'est pas de la non, je m'avais concentré. C'est pas de la résistance dans le sens c'est de la résistance. Ce que je veux dire que c'est du coup il y a une perspective quand tu dis résister et qu'on a envie de dire non finalement à ces contraintes qui viennent d'au-dessus, qui sont imposées de manière autoritaire. En fait, j'ai l'impression que il y a quand même, ce que tu dis, c'est quand même que le corps, qui est donc le centre des préoccupations de votre projet, de votre lieu, en fait, vous le sortez quelque part. Tu as envie de le sortir. Enfin, je ne sais pas si on a, peut-être que comme on n'a pas non plus énormément de temps, je ne sais pas si peut-être il y a des gens dans la salle qui auraient envie de réagir, éventuellement de poser des questions, de dire quelque chose, ou si... Oui. Je voudrais juste dire quelque chose rapidement, c'est que dans ce rapport aussi au numérique et au fait d'être obligé, parce qu'en fait on n'a pas le choix, c'est-à-dire que quel que soit le domaine de création, c'est le cas dans le domaine des arts vivants, c'est le cas dans le domaine du cinéma, c'est-à-dire que regarder un film sur son écran d'ordinateur, ce ne sera jamais l'expérience de regarder un film en salle, jamais. Et en fait, ça nous pousse à être dans la consommation de la culture, c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans le et dans la réflexion et dans l'immersion et dans tout ce que signifie dans la société. On devient juste dans du consumérisme, on allume son ordinateur, on clique, au bout de 5 minutes, ça ne nous plaît pas, on clique, on zappe, on passe à autre chose. Et en fait, il n'y a plus du tout c'est plus du tout le rapport, on est complètement passif alors qu'on était actif normalement en allant dans une salle, en allant assister à une performance. C'est juste ce que je voulais dire. Et ce rapport à la consommation, je le trouve très, très gênant. Enfin, on a un peu envie de vomir. Ouais, c'est une forme de dématérialisation des corps. Et il y a tous les corps du travail. C'est complètement fou. Ouais. Très bizarre. Mais ce truc de désobéissance devient de plus en plus clair par rapport aux injonctions, justement,
c'est impossible de maintenir d'accepter en tout cas cet état des choses. Et moi, je me pose aussi la même question pour la librairie. C'est-à-dire qu'on sent en même temps cette sorte de truc très autoritaire qui pousse, et puis on sait bien, hein, c'est à un moment, une fois que ces outils ont été expérimentés, il y a toujours la tentation de les poursuivre un peu par d'autres moyens. Et en même temps, j'ai l'impression justement qu'il y a aussi un espace, vu que l'espace est libéré, on a envie, enfin, moi je ne sais pas, très souvent, j'ai cette idée de prendre cet espace qui est laissé finalement vacant. Là, je me dis qu'on peut s'en saisir, et je ne sais pas comment. Juste pour ajouter un truc qui me paraît extrêmement important sur la question des corps et ce qui est en train de se passer, qui est difficile à déchiffrer, c'est difficile d'en donner. Bon, on est en plein dedans, donc c'est quand même assez chaotique. Mais il y a deux choses qui me frappent. Il y a un discours de protection absolue des corps contre le virus, et puis en même temps, une pratique, exactement en même temps, une pratique d'exposition au virus de certains corps, qui sont les soignants, les enseignants, les femmes de ménage, les caissières de supermarchés, les réfugiés. Et dans certains cas précis, en Grèce, un discours qu'on pourrait presque dire d'exposition délibérée et donc cruelle de ces corps. Et là, évidemment, je parle des camps de réfugiés en Grèce. Et donc, la question et l'espèce de contradiction mentale absolue que génère ce truc, puisqu'on a deux discours complètement contradictoires en même temps. Évidemment, la contradiction, elle se résout assez vite quand on invoque l'injustice du processus. Certains corps vont rester chez eux et vont mener une vie numérique pendant quelques temps parce qu'éventuellement ils en ont les moyens, et d'autres corps vont partir au front. Il y a le même phénomène un peu dans toutes les guerres. Il y a des gens qui restent derrière les lignes, et puis il y a des gens qu'on envoie se faire tuer, et les gens qu'on envoie se faire tuer, ben, on sait qui c'est, quoi. C'est toujours les mêmes. C'est ce qu'on a toujours plus ou moins appelé dans l'époque moderne les prolétaires, quels qu'ils soient, quelle que soit leur identité, etc. Donc, ben, un travail théâtral, artistique, chorégraphique, musical, aujourd'hui, qui serait un travail de résistance, pour moi, ça doit absolument se confronter et pointer cette question-là. Oui. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, on se retrouve vraiment avec notre matériau premier, qui est le mouvement, le corps, et on peut exprimer des choses qui reflètent tout à fait ce qui est en train de se passer. Et puis il y a l'aspect, de toute façon, dans le théâtre, c'est quand même une communion, un rassemblement de gens, une communion, très clairement. Et l'effet de cellules blanches par excès de bruit informatique et de propositions digitales de chacun devant son petit ordinateur n'est pas du tout un hasard. Enfin, c'est un effet de cellules blanches pour le coup. Cellules blanches, c'est les endroits où certes, bah, par exemple, où on a pu enfermer des gens sans aucun bruit pour les rendre fous, en fait. Les cellules blanches, c'est ça, c'est un truc où il n'y a absolument aucun bruit, aucun rapport avec l'extérieur. Alors, pour le coup, c'est un effet inversé. Mais quand on a tellement, tu es tout seul devant ton ordi, tu ne sais plus où donner de la tête, c'est un peu le même effet au niveau... Ça produit à peu près les mêmes effets, je pense, au niveau de la pensée et de la production de pensée. Over. Merci Marie-Laure. Et peut-être que, je ne sais pas, Cédric, Vassilis, je ne sais pas, peut-être Eleni, Sosie, je vous laisse aussi un peu la parole quand vous avez envie d'intervenir. Cédric?
Pas spécialement. Pardon, non, moi ça coupe, je ne sais pas si vous m'entendez, moi j'entends plus. Très bien, très bien. Ok, merci, j'ai trouvé très intéressant tout ce qui a été dit aujourd'hui et notamment les derniers points évoqués. Et j'y ai réagi d'ailleurs par des petites remarques par texte notamment avec ce type qui s'appelait Gregory Bateson et qui a évoqué cette chose de la double contrainte et qui me fascine, je dirais, depuis très longtemps. Et là, quand j'ai écouté Dimitris, je pensais qu'à ça, en fait. Et sauf que là, effectivement, ça prend des proportions qui sont, oui, un peu inquiétantes, déroutantes. Et la cellule blanche, évidemment, ben aussi, ça rappelle ce film de George Lucas, là, THX 1138. C'est pas génial que ça rappelle ça, ouais. Et puis, je voudrais aussi, juste par rapport à tout ce que vous disiez, qui m'a fasciné sur les projections, notamment quand Delphine Lécasse aussi racontait toutes ces histoires, les aventures de projection et les projections des photos aussi. Et, pardon, je perds mon fil, mais j'ai perdu mon fil. Si tu le retrouves, je te reviendrai. J'y reviendrai, mais... tu reviendras. Ouais. Il y a aussi, dans notre discussion, Eleni et Sosita, qui sont les curatrices de notre projet, Julien, Vassilis, avec Cédric, qui sont nos artistes, Vincent Parisot, qui doit être en train de nourrir son enfant. Parce que j'ai retrouvé mon fil. Vas-y, Cédric. Si tu me permettre. Oui, c'est parce que ça me faisait penser à actuellement, les gens qui, voilà, on est supposé rester chez nous et consommer des produits dits culturels, machin, via Internet. Et donc, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est qui les grands qui gagne l'argent concrètement? C'est Netflix en ce moment. Et puis, c'est Spotify et machin, iTunes, je sais pas quoi. Et tout le monde a des abonnements à ces trucs. Et tout le monde paye au mois à ces machins. Et croit d'ailleurs souvent que ça va, c'est bien. Moi, en l'occurrence, je fais de la musique. Bref, c'est très compliqué par rapport à ces choses-là. Voilà, ça me faisait penser à ça aussi. Il y a un autre versant, mais voilà. Moi, je sais pas, je trouve ça marrant à chaque fois. Genre, j'écoute pas vraiment beaucoup les discours juste en entier, mais j'ai toujours l'impression qu'en fait, dans les discours, que ce soit en France ou en Grèce, qui expliquent qu'il va y avoir des nouvelles mesures, qu'il va y avoir des nouveaux confinements, il y a toujours cette espèce d'aporie à la fin où on ne sait pas ce qu'il advient souvent des artistes, on ne sait pas ce qu'il advient des écrivains, on ne sait pas s'ils vont être compris dans les régimes, on ne sait pas si on va leur donner de l'argent, etc. Et puis on ne sait pas non plus effectivement de ce qui va advenir de Amazon, de Netflix. Il n'y a rien qui dit. Donc c'est comme ça, on parle toujours effectivement des premiers de cordée, des corps qui vont être effectivement mis, donc les commerces qui vont être commerces de première nécessité, qu'est-ce qui est de première nécessité, qu'est-ce qui ne l'est pas, et puis après à chacun d'admettre, de savoir qu'est-ce qui est de première nécessité. Mais il y a toujours ce moment où on ne parle pas en fait de ceux qui vont effectivement bénéficier d'une manière absolument hallucinante de la crise et ceux qui sont en train d'en pâtir d'une manière aussi hallucinante quand on considère que les théâtres, voilà, aujourd'hui les théâtres en Grèce ont absolument pas ouvert depuis mars. Les théâtres de moyenne capacité, moyenne et petite capacité n'ont pas ouvert depuis mars. Il y a eu une ouverture pour ouvrir les théâtres. Bon, là, on en parlait un peu avec Actina de 1927. Les grandes galeries commerciales sont ouvertes. Par contre, les lieux indépendants doivent fermer. Donc, on est dans un truc où on ne sait pas exactement ce qui fait que dans les lieux indépendants, les gens sont plus contaminés. Et puis même, on se dit que… j'ai la réponse. J'ai posé la question, j'ai été voir une exposition tout à l'heure. Alors, voilà, c'est que la galerie est enregistrée comme un magasin. Et comme les magasins sont ouverts en ce moment, la galerie peut être ouverte. Et les magasins et les trucs indépendants et organisés. Mais vous n'êtes pas commercial. On est commercial. Vous n'êtes pas commercial. Ah non, c'est pas plus compliqué que ça, quoi. Il faut vendre pour exister. Être non-profit, malheureusement, propage le virus. Mais c'est un peu un grand sujet. Je ne sais pas s'il faut aussi. Moi, ce qui me frappe beaucoup,
c'est que c'est évident que c'est une crise beaucoup plus systémique qu'une crise réellement de santé, en fait. C'est-à-dire que c'est un modèle, on voit que c'est un problème d'une société avec des modélisations, et on a vu le grand succès aux États-Unis de tous ces modes, et en fin de compte, c'est un vieux débat dans lequel il y a des sciences dites molles, je dirais, en opposition aux sciences dures, qui ont pris le dessus, mais l'économie est le premier, mais maintenant on a, et qui sont capables d'imposer, donc ça pose carrément des questions sur tous les modèles économiques qui nous sont proposés depuis 20 ans, où les mecs font des projections, à mon avis, ne comprennent strictement rien à ce que ça veut dire. Et donc, on a l'impression qu'on est tout le temps dans un truc, ils font des projections, on a absolument, et avec des arguments d'autorité, et on a grosso modo qu'à fermer notre gueule, quoi, parce qu'après, c'est sa valeur de loi, et je pense que c'est quelque chose qui va se dissiper à un moment, et c'est notre rapport à la technologie, notre rapport à l'information, notre rapport à l'expertise. Toutes ces choses-là sont en crise totale, et je pense qu'il y aura dans quelques mois, ce sera le grand débat de savoir si on peut continuer à avoir comme ça des experts, on va dire, qui peuvent avoir des arguments d'autorité qui font qu'à un moment, toute l'économie d'un pays s'arrête. Enfin, c'est considérable. Avec la différence que l'économie n'est pas une science dure, ni même une science molle d'ailleurs. C'est Isabelle, j'en parlais aujourd'hui, c'est Isabelle Stengers qui a écrit des pages super belles là-dessus. Dans les années 60, aux États-Unis, il y a des économistes qui sont venus à un grand raout comme ça, scientifique, et ils ont essayé de faire un coup de force, quoi, pour que l'économie soit reconnue comme science exacte. Et là, il y a, alors je retrouve ces pages, il y a, je crois, donc, il y avait des physiciens, des mathématiciens en face qui les ont carrément remis à leur place, mais presque d'un point de vue épistémologique, quoi. Ils leur ont dit, mais vous êtes tout sauf une science exacte. Et donc, c'est vraiment, je pense, le cœur du problème. Enfin, voilà, j'arrête. Si jamais Actina voudrait être l'avocat du diable, donc moi je pense qu'il faut absolument que. Voilà, Actina, qu'est-ce que tu veux dire? I'm going to switch to English though, because these are more complex thoughts and it's easier for me in English. I'm sorry. No problem. I, of course, I agree with everything you say, and I've had Dimitris's approach to the switch to the digital for quite some time, and I still have it to a certain extent. However, I don't know, because I carry also a little bit of American spirit in me and in the way I do things. I try to be pragmatic, and these are some thoughts that I have without like having made any definite results or decisions. But here's the thoughts that I have, that this is a reality, and the reality is going to be with us until late spring, if not later. So that's one thing. And the second thing is that we need to make some money. Like, we need to be able to be present and earn some money from our work. And the third thing is that in the current circumstances, the only spaces we have is the public space and the digital space. So I think in pushing forward for all those just causes and thoughts and demands that we have, at the same time, we have to make the best possible use of the spaces we have in our hands. And I mean both of them. And really try to think of ways to use them to carry our message forward and carry how necessary we are, and sort of continue sharing with the world the importance of what we do. Because I'm afraid that if we retract and just wait until somebody gives us permission to work, this may happen too late for us, or for many of us at least. So this is the one thought, and it has to be with a pragmatic, dealing with the situation. And the other thought has to do with, I do believe that major crises have pushed for new forms, new artistic forms. And we may be facing ourselves with an opportunity, at least to think of new forms. We may choose not to adopt them, we may choose not to explore them, but I do think that the situation calls for an exploration, a playful exploration, an interesting exploration of what can those forms be. And that does not need to be only the digital versus physical form, but new forms of dramaturgy, new forms of audience participation, new forms of sharing with the people. So I think we should not cast out completely the new opportunities that may be there for us. That's it.
Vassili, si tu voulais dire quelque chose. Je pense que faudra revenir à un moment sur ces questions d'espace qui nous restent, sur l'espace public et l'espace digital, et s'il nous reste vraiment l'espace public aujourd'hui. Mais Vassili, je t'ai vu tout à l'heure lever la main, tu voulais dire quelque chose? Il faut que tu allumes ton micro par contre. Ouais. Non, c'était juste déjà bon. Merci pour cette présentation de cette communauté à Kypseli. Non, c'était juste cette discussion et l'évolution de cette discussion par rapport finalement à la crise et les problèmes qu'on a à répondre à ça, les questions du confinement, m'a fait penser que finalement c'est aussi une question un peu plus large de la nature de ce qui se passe. C'est-à-dire que soit c'est vu comme une réalité, ce qui est un peu ce qu'on disait de l'intervention d'avant, voilà, ça c'est, on est dedans, c'est le nouveau normal et puis on agit là-dedans, soit c'est vu comme un événement. Et c'est ça qui pose problème, je pense, la nature d'événement, on parle de la crise, mais est-ce que c'est un événement? Parce que si c'est un événement, c'est un peu ce qu'il disait le président français à la télévision, et il parlait de la journée de la marmotte. C'est-à-dire, il a fait référence au film dans son allocution, et il y a de ça, en fait. C'est-à-dire que c'est un événement non dynamique. C'est ça la singularité de ce qui se passe. On ne peut pas réagir à ça. C'est-à-dire qu'on lui-même, on a du mal à répondre d'une manière formelle à l'événement. Et ce qui nous reste, la possibilité du réel, c'est-à-dire de le traiter comme un temps, mais il n'est pas dynamique. C'est un temps non dynamique, c'est un temps anhistorique en quelque sorte, c'est-à-dire l'impossibilité de réagir à ça. Voilà. Donc c'est intéressant aussi la nature de cette crise en particulier nous fait penser, en un sens, à notre manière à réagir, à se placer en tout cas en tant qu'artiste face à l'événement. C'est le temps de l'histoire, la distance, la réaction immédiate et tout ça. La particularité de la nature de cet événement nous fait un peu examiner ça. C'était juste ce que je voulais dire. Merci. Non, mais super. Est-ce que Fotini, tu voudrais dire quelque chose ou non? Je suis d'accord avec Actina. Yes, Actina. Je suis très contente de vous voir. Nous aussi. Moi aussi. Yes. Je vois beaucoup d'amis. Oui, c'est ça. Très bien. Et alors, je suis d'accord avec Actina, très d'accord. Et c'est aussi une question du postulané tempérament. Et par exemple, moi, personnellement, je suis absolument d'accord avec ça, qu'il faut s'adapter, bien sûr, et il faut pas s'arrêter. Mais par exemple, moi, mon tempérament est comme ça, en fait, là, maintenant, on est dans une situation qui est presque tout est interdit. Et presque tout pour les comédiens et pour le théâtre. Et même, c'est presque interdit de rencontrer des gens. Et presque. Alors moi, je vais essayer de trouver les trous pour continuer de rencontrer des gens en sécurité, bien sûr. Je sais très bien qu'il faut faire attention et je fais. Et alors, je vais continuer de rencontrer des gens. C'est ça que je pense. Et je vais chercher des façons de rencontrer et aussi peut-être travailler aussi comme ça. Et quand les théâtres sont ouverts en Grèce, on va réouvrir et on va faire attention et on va rencontrer des gens ici avec une sécurité bien sûr qui est pas très dangereux, je peux dire. Et comme toutes les salles, parce que il y a l'air système, il est haut, il est plus haut, ça va, et comme partout. Et aussi peut-être on va aussi au maquis, on fait l'Adartico un petit peu, parce que si on vit dans un monde qui est interdit, tu peux seulement faire des choses illégales. Alors obligé d'être illégal.
Si tu vis dans un monde interdit, tu peux faire des choses illégales. Non, c'est ça que tu as dit. Moi, je trouvais ça très... Tu l'as dit beaucoup mieux que moi. Je voulais juste le répéter. Mais... Ouais, je voulais... Oui. Ouais. Moi, là, je cherche les façons de juste faire one step du samedi matin. Alors, je vais être très facilement illégale. Ouais, c'est ça. Alors, du coup, parce que c'est ce que Actina disait, maintenant, il nous reste l'espace public et il nous reste l'espace digital. Et je me souviens, c'est cette question moi, je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Non, moi, je ne peux pas accepter ça. Moi, personnellement, je comprends très bien, mais moi, je ne peux pas accepter ça. Je sais pas comment, je sais pas. Bon, bonjour à tous, hein, ça me fait vraiment plaisir de vous voir. Je sais pas si je coupe la parole à quelqu'un. Donc moi, je suis à Strasbourg là pour dire. Hein. Donc j'avais envie de le dire parce que ça m'est venu. On a créé pendant le premier confinement quelque chose qui s'appelle Festival des Humanités, qui est un espèce de réseau assez large, mais effectivement que en France, où en gros on se rencontrait. À peu près toutes les semaines par Zoom, et on a envisagé énormément de choses. Maintenant, ce réseau, il est un peu en stand-by parce que la personne qui est vraiment moteur derrière est en grosse dépression. Mais moi, j'essaye de le réactiver comme je peux parce que c'est quand même une période psychiquement très, très dure. Et en fait, ce qui en était sorti, c'était beaucoup, et ça, Dimitris et Fotini me connaissent, donc ils vont comprendre le mot, c'était le mot hospitalité, parce que dans ce réseau, en France, beaucoup de gens avaient des lieux. Et en fait, c'était l'idée d'ouvrir ces lieux et que les gens puissent y aller. Mais maintenant, on est confronté à quelque chose de très ambigu, c'est que nous, compagnie, groupe, ensemble, on a à l'heure actuelle la possibilité de circuler. Il suffit de se faire un papier et on peut aller où on veut, même à l'étranger, hein, sincèrement, on peut. Sauf que ça ne va pas durer. Et donc, je voulais parler de cette instabilité parce qu'à l'heure actuelle, on peut faire ce qu'on veut. Moi, j'ai tout arrêté ce que je faisais avant. Mon travail que je devais venir jouer aux quêtes en mars dernier, etc. Je me suis mise à écrire. On répète avec Céline, comme d'habitude, par Skype ou Zoom. Et puis après, bientôt, début décembre, si on a encore le droit de bouger, on va se retrouver et puis début janvier, on va faire une lecture et puis voilà. Puis peut-être après, on viendra en Grèce, mais peut-être on va nous retirer cette autorisation qu'on a de travailler. Parce que pour le moment, je ne sais pas si c'est pareil en Grèce. Hein. Sincèrement, je n'arrive pas bien à suivre. Là, en France, ce confinement, c'est un faux confinement à l'heure actuelle. Ce n'est pas du tout comme au mois de mars. Donc, on peut travailler. Et si vous voyez sur Facebook, les gens n'arrêtent pas. Il y a même des gens qui jouent en clandestin pour des diffuseurs, parce que le business, il continue. Je pense que ce n'est pas pareil chez vous en Grèce, je ne sais pas. Mais moi, c'est cette question-là énorme sur la mobilité, parce que nous, on l'a totalement à l'heure actuelle. Et c'est particulier, hein, ce qui n'était pas du tout le cas au mois de mars, avril, mai. Hein, on ne pouvait pas bouger. Maintenant, on peut faire ce qu'on veut si c'est pour travailler, produire. Et il ne s'agit même plus de s'adapter, hein, Dimitris. Parce qu'on peut on peut aller répéter dans les théâtres, on peut, etc. Après, il y a toujours le rapport à l'économique. Parce qu'on ne peut pas accueillir du public dans les théâtres. Mais les théâtres peuvent produire, répéter, travailler, expérimenter. Mais dans l'espace public, on peut faire des choses. Et puis, sur le Festival des Humanités, et là, on n'en a pas du tout parlé, on a beaucoup parlé de l'espace rural. Parce qu'en fait, dans l'espace rural, au fond, plein de choses sont possibles. Ouais. Si on peut bouger. Voilà, je recoupe mon micro. Je vous embrasse très fort. Merci beaucoup. Merci. Et peut-être, Irini, tu pourrais, parce qu'effectivement, c'était aussi des questions dont on se pose beaucoup finalement aussi, je pense, dans le post-confinement du premier lockdown. On verra si le deuxième est comme ça. C'est vrai que je pense que pendant le confinement et juste après le confinement, on voyait tous ces réseaux digitaux se mettre en place, comme Occupy, qui est donc une réponse quand même directe à la crise actuelle.
il y a des gens qui secouent leurs draps en face. Voilà. Et du coup, sur cette question, comme disait donc Elisabeth, sur cette question de peut-être aussi l'espace public, il faut considérer que c'est aussi peut-être sortir de ce trope athénien, le centre, quoi. Peut-être qu'en fait, il y a aussi énormément d'espace à saisir, disons plus, je ne sais pas, à la périphérie, ou en tout cas, si on se met, on est toujours la périphérie de quelqu'un d'autre. Je ne sais pas. Irénée, tu voudrais... Oui, il y a une autre Irénée, tu parles à moi. Non, je parle à toi. Nous, en fait, j'étais avec plusieurs personnes qui sont là dans Occupy numéro 1. Et donc, Occupy numéro 1 était physique, il était à New York. On était ensemble, on a vraiment passé un bon moment. J'étais en train d'écrire un article aujourd'hui. Donc, quand on allait faire le deuxième en mai, donc c'était très différent de ce qu'on a fait. Et donc, quand le confinement s'est annoncé, grosso modo, l'Institut français m'a dit « Oui, pourquoi on ne le fait pas en ligne ?» Et donc, moi, je me dis « Oh mon Dieu, encore une exposition en ligne, non pas ça !» Donc, je n'osais même pas imaginer de faire ça, sauf si c'était un moyen, en fait, pour aider mes amis à survivre un peu financièrement, tu vois, à dire, OK, voilà. Pour être honnête, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes qui ont envie de montrer leurs choses en ligne. Et là, je parle des artistes visuels, hein, parce que c'est mon domaine. Le théâtre, je peux très bien imaginer pourquoi vous n'avez pas envie. Mais pour nous, c'est pareil. On ne veut pas être... En fait, la raison pour laquelle on a transformé Occupy, ce dont parle Vincent, c'est qu'en fait, on a envisagé qu'un artiste est un chercheur. Okay, et c'est pas mal quand même d'admettre qu'on peut avoir ces statuts-là, qu'on peut être considéré comme chercheur. Et dans des économies où ça fonctionne bien, les chercheurs peuvent vivre de la recherche, pas seulement de la représentation ou de la production de leur travail, en ce qui concerne le théâtre et en ce qui concerne les artistes visuels. Donc, je vois que certains des artistes sont dans leurs ateliers, par exemple. Donc, c'est une recherche continue. Moi, je me souviens que je m'étais posé cette question au moment où j'ai commencé mon entreprise en France, où il fallait mettre si j'étais en emploi à temps plein. Et moi, j'étais là, mais bien sûr, je suis en emploi à temps plein. Ça ne se pose même pas comme question. Donc, à quel moment on peut imaginer qu'on peut créer un projet qui est juste un projet de recherche? Donc, je pense que Occupy, en tout cas sous cette forme, est essentiellement un projet de recherche. Donc, on essaye de voir les réseaux qui existent. On essaye de voir qu'en fait, les réseaux sont là. On n'est pas en train de créer des réseaux. On est en train de croiser des réseaux. On a fait une petite équipe avec des artistes et puis un réseau avec lequel on communique. Et là, tu vois, aujourd'hui, on est à Kipseli, on est avec vous, on vous écoute. On écoute les situations de... Là, il y a des gens qui sont à New York, à Paris, je vois, donc à Strasbourg, à Athènes et en Crète. Et si on arrive... On est tous isolés maintenant. On est tous isolés. Peu importe qu'est-ce qu'on peut faire et on ne peut pas faire, on est tous isolés. Si on arrive à s'échapper un peu pour voir un ami par-ci, par-là ou faire notre recherche, on est quand même dans une isolation relative qu'on a vécue différemment. Donc, je vois mes amis qui sont à New York l'ont vécu d'une façon beaucoup plus intense que nous en Grèce ou en France. Je ne pense pas que vous avez vraiment eu une pause à New York en ce qui concerne tout ça. On n'a pas eu de lockdown non plus. Hein? On n'a pas eu de vrai lockdown non plus. Là, je vais aller voir des expos à Chelsea tout à l'heure avec un copain. Oui. Ils ont eu une situation encore bizarre et nous, une situation bizarre. Et nous, en Crète, on n'a quasiment pas de cas, pourtant, on suit. Mais ce qui se passe dans Occupy, pour ne pas me perdre, on a ces isolations relatives, d'accord, chacun dans son atelier ou en contact ou non avec ses amis et tout ça. Mais comment, pendant qu'on ne peut pas forcément produire, ou qu'on ne peut pas, enfin on peut produire, mais on ne peut pas les mettre dans des espaces d'exposition facilement, ou
sont représentés, comment ces réseaux peuvent nous aider, hein, et les différents réseaux, comment ils peuvent venir nous assister à continuer notre création, à la communication de notre création, et de nos pensées, de notre recherche, hein, parce que c'est la recherche qui est importante pour moi. Les réseaux globaux, hein, Vincent, réseaux globaux. Réseaux globaux, oui, c'est global. Leïla, oui. Merci beaucoup de m'accorder la parole parce que je me suis un peu... Cette table ronde était ouverte au public, donc j'en ai profité pour vous voir. Ça me ferait très plaisir de vous voir tous. J'arrive ici, il y en a certains que je connais, on s'est croisés à des occasions différentes, d'autres que je ne connais pas. C'est très précieux pour moi tout ce que vous dites. J'avais juste envie de dire que lors du premier confinement en France, il y a eu beaucoup de groupes d'artistes qui se sont réunis de cette même manière là, sur Zoom, en faisant les mêmes constats d'injonction à l'adaptation, du tout en ligne, et en se posant vraiment deux questions. La question de qu'est-ce que nos pratiques impliquent de présence réelle et de qu'est-ce que cette situation hors norme implique peut-être de possibilité de changer les choses, de changer les rapports à la production, de changer les rapports à l'occupation des lieux notamment. Et il y a eu vraiment pendant 2 mois une espèce de brassage d'idées très fort. Et force est de constater que pour moi en tout cas, le bilan de tout ça est très mitigé, puisque cet été, il y a eu plusieurs théâtres en France qui ont organisé des universités d'été, des moments pour partager ces réflexions-là. Et puis que très vite, tout s'est remis à peu près à fonctionner à peu près normalement, en se disant bon, ben, très bien. Là, en ce moment, il y a plein de compagnies qui avaient des créations prévues en mars, qui ont été reportées en novembre et qui sont à nouveau annulées. Mais que, en tout cas, je parle de ma fenêtre, à savoir le théâtre et les arts vivants, en fait, rien ne change. Rien ne change, mis à part cette injonction très forte à on va adapter. Et le pire du pire, c'est ce que Elisabeth mentionnait tout à l'heure, à savoir les répètes à vide et on joue à vide pour une poignée de diffuseurs. C'est-à-dire qu'on fait comme si ça va continuer très bien, alors qu'il est évident que, à mon sens, on est vraiment à un moment de bascule. Pour moi, l'exemple des cinémas est précurseur de ce qui va se passer dans les pratiques artistiques, c'est-à-dire qu'en France, les cinémas ont réouvert en juin, mais très peu de gens y sont allés. C'est-à-dire que la pratique d'allumer son ordinateur pour voir un film est déjà rentrée dans les têtes. Et donc, la question de qu'est-ce qu'on fait, quel est le rapport à nos pratiques et à l'espace public et intime et à l'illégalité, tout ce que vous dites résonne fortement avec la situation dans laquelle j'ai l'impression d'appartenir collectivement. Voilà. Et je pense que c'est cette histoire d'artiste en tant que chercheur, c'est vrai que c'est il y a eu un grand élan comme ça on se retrouve, on se parle, on fait des zooms, on discute de la situation actuelle, on essaie de trouver des solutions et puis on met tout en ligne. Peut-être aussi, je voyais que tout à l'heure, Marie-Laure disait, quand on parlait du fait qu'il fallait qu'on crée des nouvelles formes, qui occupent ces deux espaces qui nous sont disponibles, l'espace public et l'espace digital, que Occupy, finalement, c'était une possibilité de nouvelles d'activer, ça a été très bien dit par Elisabeth, d'activer des réseaux, parce que c'est vrai que ces réseaux existent, en fait. C'est comment est-ce qu'on les active, comment est-ce qu'on les fait interagir ensemble, comment est-ce qu'on les connecte, qui est crucial et qui, en fait, finalement, parle aussi beaucoup de la recherche des artistes. En fait, toute cette partie-là de se parler comme artistes, faire des groupes, se réunir et peut-être le fait que ce soit visible, que ce soit en live ou que ce soit ouvert, disons, à l'écoute, ça veut aussi dire que on montre cette partie-là, la partie de la recherche de l'artiste qui est en fait peut-être beaucoup plus importante que la partie création. Enfin, je ne sais pas, chacun a des pratiques très, très différentes, mais c'est vrai que la partie de la recherche, oui, c'est un temps complet, quoi. Artiste, c'est un moment où même quand on dort, on est artiste, on recherche. Et montrer cette partie-là, c'est peut-être aussi une clé, montrer la partie recherche de la création artistique et montrer que peut-être être artiste, oui, c'est pas seulement créer des œuvres, mais aussi chercher, quoi. On est peut-être plus ouais, voilà, je crois que ce sera le sujet de la discussion suivante, qui est sur je crois que c'est qui est sur le chaman et l'artiste.
C'est ça, hein, donc pour ça, il faudra tous qu'on vienne pour continuer cette discussion, pour la discussion suivante. Je ne sais pas si, aussi, évidemment, voilà, je fais la pub d'Occupy, là, je me suis peut-être suivre aussi la page Facebook d'Occupy, et puis pour pouvoir continuer un peu ce réseau, voir comment est-ce qu'on peut activer ces réseaux, les embrancher, quoi, comment on peut tous imbriquer nos différents réseaux, les activer et essayer de trouver des solutions, quoi. Oui, le truc c'est oui, on ne fait pas la pub d'Occupy, ça on ne le fait pas, mais les réseaux existent en fait, ils sont là. C'était ce qu'on disait quand je suis allée à l'Institut français, et je crois que je l'ai dit à chacun de vous. Quand je suis allée la première fois à Paris, à l'Institut français, je leur dis mais non, mais il faut arrêter d'exporter des artistes. Les réseaux existent et ils communiquent entre eux, et c'est eux qui choisissent de toute façon avec qui ils veulent travailler. Si on ne change pas les paradigmes qui fonctionnent sur une société, j'ai envie de dire patriarcale, tu vois, c'est genre, voilà, c'est nous qui prenons les décisions qui sont les artistes à exporter et accueillez-les, vous, dans les colonies francophones. C'est pas ça. On a tous des réseaux, on a tous envie d'inviter des gens, on connaît plein de monde, voilà. Et enfin, c'est juste ça. J'arrête. Non, mais c'est vrai aussi que effectivement, les artistes sont des inventeurs en fait, depuis toujours. C'est les artistes qui balancent les nouvelles idées, qu'elles soient récupérées par une société ou pas, mais c'est souvent les artistes qui annoncent les nouvelles idées. Panofsky exprime ça très bien, et ça remonte à loin, mes études d'histoire, mais quand même, c'est aux artistes d'inventer le futur quelque part. Des vrais penseurs, évidemment, et des vrais inventeurs. Donc oui, cette forme aussi de mise en avant d'une autre façon de communiquer, beaucoup plus isolante et isolée peut-être, mais néanmoins nécessaire puisqu'on n'a pas pour le moment d'autres moyens, c'est super. Faisons la pub aussi d'Occupy pour le coup. Et de toutes les... J'entends bien à la fois Dimitri et Fotini dans leur dialogue auquel on n'a pas assisté, mais qui est contenu dans ce qu'ils ont dit. Oui, il faut trouver une solution pour réussir à être présent quand même et à inventer un futur où on sera présent et qu'on dessinera nous-mêmes sans attendre les autorisations qui peuvent être données ou pas. Ouais. Vincent, je peux dire encore un petit truc. En fait, je profite parce que Vassilis est là. La dernière fois, on avait parlé du confinement. C'était juste, enfin, de notre confinement entre la France et la Grèce. C'est vrai que je ne connais pas ce qui se passe dans tous les pays. On avait parlé du fait de demander du contenu aux artistes de façon gratuite parce que de toute façon, c'était quoi les artistes? C'est leur passion. C'était quoi, Vassilis, le truc? C'était le pain au chocolat. Je me souviens que l'exemple, c'était le pain au chocolat. Non, mais c'est le fait que toutes les institutions, en tout cas en France, considéraient que c'était normal dans cette situation grave que les artistes devraient aider. Les gens devraient faire leur part, donc devraient balancer gratuitement sur Internet leurs films. Tout devrait être gratuit parce que voilà, on est dans cette situation de stress, donc l'artiste va aider, voilà. Mais personne n'a jamais pensé à demander au boulanger, parce que bon, on est certes stressé, mais on a faim aussi le matin, donc c'est sympa un petit croissant, quoi, chaque matin, gratos. Personne n'a jamais pensé à demander au boulanger de juste donner un croissant gratuitement, donc c'était nature, parce que c'est considéré, il y a ce problème du rapport à la... Enfin, de la place de l'artiste, de la société en fait, hein, ce qui n'est pas qu'une question institutionnelle, c'est aussi nous, c'est cette idée que l'artiste il est passionné, donc il est dans son émotion, donc dès qu'il voit que quelqu'un a besoin de lui, il jette sa production pour sauver le monde, parce qu'il est comme ça l'artiste. Les boulangers passionnés. Hein. C'est plus artisan, aussi artisan que le boulanger. Donc, Non, on est d'accord. Ça revient un peu oh zut, j'ai oublié. Ben oui, il y a la discussion d'Ageliki, chaman ou ouvrier. C'était ça, chaman ou ouvrier. Ben c'est fin décembre. C'est 21 décembre. C'est fin décembre, mince. Ouais, je les ai dans le désordre. Ben, pendant l'été... Pardon, Julien. La prochaine, c'est Eleni, non? C'est ça. Non.
Je vous dirai après qui est le prochain. Un suspense aussi, quoi, pour savoir quel est le... Ben non, mais Eleni me fait remarquer, bon, je peux dire que tu me dis, voilà, dans le chat, que moi, j'ai eu l'occasion de faire... c'est vrai que cet été, il y a eu des exemples de structures qui ont financé. Moi, j'ai fait une résidence virtuelle avec Arc Athens, qui est une structure qui est entre le Bronx et Athènes. Et eux, ils ont dit, voilà, on veut que tu fasses ta recherche visuelle avec un autre artiste en duo et on te la finance. Donc, c'était une façon de soutenir les artistes que je ne connais pas beaucoup de gens qui l'ont fait pendant ce temps. Pour les artistes visuels, c'est encore vraiment... je plains vraiment le théâtre parce que c'est encore autre chose. C'est-à-dire que nous, on est dans notre recherche, dans notre atelier. Personne ne considère qu'il faut qu'on soit payé. Ça, c'est établi. Hein. Et le théâtre, c'est encore une autre affaire. Non, nous, c'est bon. Moi, dans ma ville, ils ont considéré qu'il fallait financer les productions numériques, justement, mais pour les artistes visuels, c'était non. C'était leur passion. Ils ont dit, ouvrez vos cellules. Ils ont appelé ça comme ça. Donc, on pouvait accueillir les gens chez nous. Benoît, il doit nous quitter parce la librairie va ouvrir. Ah ben non. Ah oui, c'est ça. C'est juste ça. Je suis ravi. Écoutez, c'était très intéressant. Vincent me racontera le... Et à très vite. Salut Benoît. Et du coup, Kate, vous voulez dire quelque chose? Une autre chose qui a totalement changé pour nous, pour moi, je crois pour Dimitri aussi, pour tout le monde, pour Kate, bien sûr, c'est le temps. Pour moi, c'est très impressionnant comment le temps passe d'une autre façon, et plus longtemps, plus long. Par exemple, pendant la première quarantaine, parce que là, nous, on poste le mettrame quarantine, bien, we are counting the lockdowns now. Pendant le premier confinement, on s'est préparé avec Irène Bonneau et Dimitri pour un spectacle. Alors, les répétitions ont pris beaucoup plus de temps et après, il faudrait s'arrêter. Et après, un collaborateur ne pouvait pas venir, mais il est venu en été. Alors, le temps pour faire les répétitions du théâtre, c'était un temps long. Et c'était très intéressant. On n'a jamais fait notre première et on était très tristes pour ça. Mais les répétitions, le temps pour faire les recherches est venu vraiment, même pendant notre post-diplôme. Dans notre sommeil. Mais moi, je faisais des répétitions. Alors, c'est un autre temps pour tout. Et ça, c'est pour moi très existentiel. C'est totalement changé. Ouais. Enfin, les expos qui se sont passés dans nos rêves pendant tous ces moments, je ne sais pas quand on les montrera. Delphine, tu voulais dire quelque chose? Non, moi je réfléchis comme vous tous à de nouvelles formes. Je sais que là, par exemple, pour accompagner les projections, comme on s'était dit qu'on pourrait probablement pas inviter les artistes et les réalisateurs à participer et avoir cette discussion avec le public qui est pour moi essentielle autour d'un film. On a mis en place un programme de correspondance, c'est-à-dire qu'on invite des commissaires, des artistes, des chercheurs à intervenir autour du film sous différentes formes. Donc ça peut être une discussion filmée qui est diffusée, ça peut être un texte, c'est vraiment très très ouvert. Et c'est notre façon de pouvoir entourer la projection de quelque chose de vivant avec une prise de parole et un échange. Et même s'il n'y a pas de discussion et de rencontre avec le public, c'est une autre forme de rencontre. Mais en tout cas, faire une programmation de film en ligne, je m'y refuse et je patienterai. J'essaierai de passer entre les gouttes comme j'ai réussi jusqu'à maintenant et d'avoir des programmations qui sont toutes prêtes et pouvoir sauter entre deux confinements sur un espace public pour pouvoir organiser un événement parce que c'est magique.
Je sais que le début septembre, quand on a fait ce ciné-concert dans les rues d'Athènes, c'était fabuleux, c'était vraiment extraordinaire. D'avoir une projection en plein air avec des musiciens live, avec 150 personnes, et même si on respectait la distanciation et tout le monde avait un masque, c'était complètement magique. Et le public en a besoin, en a vraiment besoin. Donc, je continuerai à réfléchir à d'autres formes. Et il y a des choses, comme disait Axina tout à l'heure, il y a des choses qui vont naître. Enfin, pour l'instant, on a encore du mal parce je pense qu'on espérait tous qu'à un moment donné, ça allait pouvoir se remettre en place. Et là, on se rend compte que, voilà, on est parti pour plusieurs mois dans cette situation. Donc, il va falloir qu'on trouve ensemble d'autres formes. Dimitris, peut-être tu voulais ajouter quelque chose. Après, je pense qu'il va falloir qu'on conclue, non, Irini? Je ne sais pas si on a un peu débordé. Ouais. Du coup, genre Dimitris, pour le mot de la fin, il faut que ce soit un appel à la réflexion. Non, je voulais juste ajouter un truc qui n'a pas été dit alors que c'est essentiel à mon avis. C'est que dans le contexte dans lequel on est, où il y a une espèce de laisser tomber de partie d'énormément de gens qui sont les plus exposés, les réfugiés, les vieux, les vieilles personnes, les travailleurs sociaux, qui soient dans les hôpitaux ou dans le nettoyage ou dans les supermarchés, les gens dont les corps sont les plus exposés. Il y a un besoin de protection, de solidarité qui est vraiment accru et qui doit forcément, d'une façon ou d'une autre, interroger nos pratiques de réseaux artistiques, en sorte que ces réseaux qui peuvent être préexistants ou comme le réseau des Kypseli qui se sont créés à l'occasion de la fin du premier confinement, soit des réseaux en même temps sociaux, des réseaux qui en fait peuvent réellement et agissent réellement dans un contexte de délitement de toutes les fonctions protectrices sociales de l'État, hein, l'espèce d'écroulement volontaire de l'État-providence qu'on vit depuis au moins 2008 et qui là prend une tournure encore plus agressive que dans les suites de la crise financière, que en fait toutes ces fonctions-là qui sont en train de se déliter et qui font qu'il reste quasiment plus à l'État qu'une fonction de répression, soit en partie assurée par les réseaux. C'est-à-dire que d'une certaine façon, quand on parle de réseau, il faut aussi parler du réseau comme la société elle-même. C'est-à-dire c'est la façon dont la société peut se réorganiser pour répondre à des besoins extrêmement urgents, vitaux. Par exemple, la distribution et la collecte de nourriture dans le quartier de Kypseli. Et donc, pour moi, c'était vraiment important la rencontre avec notamment le réseau Cora, qui est actif dans notre quartier et qui distribue, qui prépare chaque jour des centaines de repas qui sont distribués à ceux qui en ont vraiment besoin. La possibilité qu'un réseau qui s'est constitué au départ avec des lieux artistiques, des projets artistiques, soit en collaboration, en synergie et avec les réseaux sociaux de quartier. Ouais, j'aurais pas pu faire mieux comme conclusion. Et voilà, je pense que à peu près tout est dit pour 1h30, ça fait beaucoup. Et je suis très très content de vous avoir tous eus et d'avoir eu toutes ces différentes visions de par le monde et de par les différents champs artistiques de chacun. Et voilà, peut-être voilà, à bientôt. Merci beaucoup et voilà, bonne journée à vous. Et Vincent, 2 secondes. Oui, pardon. 2 secondes. Excusez-moi. Alors, il y a Sosita et Lénie qui vont nous présenter les 2 prochaines discussions. Si vous oui, pardon. Si on peut vous prendre 2 minutes de plus. Bien sûr. Comme ça, comme tout le monde est très sage. Alors, Sosita, c'est toi, je crois, qui fais la prochaine discussion. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Dans la langue que tu veux. Hein. Et il faut que tu fasses un mute.
dans sa cour. You're invited to participate in the panel about a different kind of occupying with care, as I have written, and bringing in the themes of imaginary and real space, and whether we are bringing in the ideas of May 68 as well, and how we are conceiving the whole idea of occupying or non-occupying or unoccupied. And I would be very honored if you participate. And Suzita, we will announce it. I think it's next week. Yes. Thank you. And Eleni, who animated our chat tonight. So she's very wise and didn't talk at all. Eleni, you're the one after. Merci bien pour cette discussion. Moi, j'aimerais vous inviter le 18 novembre à 18h à Athènes. Et nous allons parler de comment l'artiste devient citoyen. Du coup, nous avons exploré comment nos collaborateurs, notamment Julien, qui est ici, Exitu, Natalia Lopez, Abraham Poncheval, Dan Perzowski, travaillent avec des communautés locales et leur impact sur eux. Merci. Okay, maintenant, vous pouvez refaire les... Merci à vous tous. Merci d'être là. Je suis très touchée que vous ayez pris le temps. À bientôt. À toi. Ah, et merci à tous les gens qui étaient sur Facebook. Hein. J'ai oublié de... Ah oui, bah oui, évidemment.